Alors, nouvelle conférence avec une vraie très belle problématique. Parce que comment penser grand et comment réussir en même temps à répondre aux besoins de chacun et de chacune. Comment être global et en même temps être spécifique. Comment avec ces dispositifs de formation qui vont être à distance, utiliser au maximum le digital learning, on va pouvoir malgré tout s'intéresser à chacun pour que chacun se sente reconnu, valorisé, attendu et sans doute engagé. C'est un petit peu toutes ces questions auxquelles va répondre Elian Schrebor, qui est le cofondateur associé de ETP. Il va vous parler de cette entreprise qui existe depuis combien de temps déjà? ETP 15 ans. Voilà, on fait partie de ceux qui débroussaillent ces questions de l'usage du digital déjà depuis des années. Et évidemment, vous allez avoir du temps et de la place pour poser vos questions. N'hésitez pas, il y aura 10 minutes à la fin. La seule chose que je vous demande, c'est quand vous allez prendre la parole, c'est de dire qui vous êtes, quel est votre point de vue quand vous posez la question. Ça permet au speaker de pouvoir mieux répondre et sans doute être là aussi plus proche de vos besoins et faire quelque chose qui soit plus qualitatif. Elian, c'est à toi. Merci Yannick. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc on va parler de globalité et de localité, et avec un objectif qui est l'engagement apprenant. Donc j'ai fait des petites recherches pour préparer cette conférence. On est tombé sur ce terme qui est assez moche, glocal, qui fait très glauque, qui est un mot valise, construit à partir de global et local. Et puis finalement, en le triturant, en le prenant un petit peu dans tous les sens, on s'est rendu compte que il existait déjà, il est utilisé, vous connaissez peut-être, par les gens qui font du marketing digital, pour penser une stratégie mondiale et venir y appliquer du contexte culturel. Puis on s'est rendu compte que finalement c'est un petit peu ce qu'on fait chez ETP dans le secteur de la formation, la façon dont on a construit la plateforme LMS LXP qu'on édite. Donc rapidement pour vous présenter, donc ETP Learning, on est une entreprise française créée en 2006, donc ça fait plus de 15 ans même. On met en place des écosystèmes de formation qu'on souhaite bien sûr innovants, et on édite donc cette plateforme LMS LXP. Un petit peu dans grand nombre de sociétés, un petit peu toutes les tailles. On a eu un certain nombre de trophées, dont le trophée formation étendue avec le groupe Burger King pendant la période de confinement. Donc, en termes de clientèle, on a travaillé aussi bien avec des grands comptes, genre Natixis, la BPCE, Malakoff Humanis, qu'avec des réseaux de franchises, des réseaux multimarques, les mutuelles Prévifrance, les piscines Magiline, du Burger King, du Quick, etc. Pourquoi je raconte ça? C'est pas pour mettre un mur de logos, c'est pour vous montrer que cette stratégie de globalité et de contextualisation, de localité, d'individualisation, elle va pouvoir s'appliquer bien sûr dans des grands comptes. On prendra un exemple avec le groupe BPCE, mais également sur des sujets moins disparates d'un point de vue géographique, d'un point de vue population, avec par exemple ce qu'on fait pour la Fondation du patrimoine. Donc, pourquoi on utilise ce terme glocal? Si on regarde en 2023-2024, l'état des lieux des infrastructures, des architectures, formations au sein des grands comptes, on va avoir deux gros scénarios qui se dégagent. Une architecture RH formation qui est très verticale, et c'est assez classique habituellement, ou alors au contraire des groupes qui vont travailler en silo avec chaque marque qui va avoir son LMS, son RH, son TMS, etc. Et les attentes qui sont au niveau des groupes, et d'un point de vue financier en particulier, ça va être de pouvoir mutualiser à la fois le catalogue de formation, d'harmoniser et de limiter bien sûr les coûts,
et pour autant d'offrir une autonomie, d'offrir une liberté à chaque entité, à chaque marque, pour pouvoir prendre en compte tout ce qui touche au contexte culturel de chacun. Donc, c'est assez antinomique tout ça. Donc, on a travaillé depuis un an et demi à peu près sur un gros projet pour le groupe BPCE qui s'inscrit dans un projet encore plus important, qui s'appelle Progresser dans le réseau. Il a été présenté il y a une petite heure ici même. Donc je ne vais pas revenir dessus, c'est pas forcément l'objectif là à ce niveau-là. Pourquoi le groupe BPCE a fait appel à ATP? Premier besoin, c'était arriver à s'intégrer dans une infrastructure verticale historique. Une infrastructure verticale historique, ça veut dire qu'il y a un LMS qui est présent, qui permet de gérer, de piloter la totalité de la formation sur l'ensemble des caisses et des banques, donc les banques populaires et les caisses d'épargne. Pour autant, il y a eu le souhait, parce que les choses évoluent, de pouvoir offrir une expérience utilisateur améliorée, augmentée, et surtout de pouvoir donner à chaque entité, donc les caisses régionales, les banques régionales, une autonomie et surtout une liberté d'exprimer leur particularité, leur contexte culturel. Bien sûr de pouvoir bénéficier de tout ce qu'un LXP va permettre de mettre en place. Donc le défi, clairement, c'est comment, sur quelque chose qui est pensé verticalement, venir libérer, quelque part, les responsables de formation pour leur donner la possibilité de faire leur travail sans se sentir sous la pression du groupe, et pour autant le groupe pouvoir continuer à optimiser les coûts, les catalogues de formation, etc. Donc, comment ITP a répondu à cet enjeu? Premièrement, il a fallu, et c'est le rôle du LXP, donc c'est ce que la solution qu'on propose permet de faire nativement, s'interfacer le plus finement possible avec le LMS historique. Donc c'est-à-dire permettre que chaque entité qui est référencée, qui est interfacée par le logiciel Pay, par les différentes entités, puisse disposer d'un portail indépendant. Un portail indépendant qui va pouvoir reprendre les chartes graphiques de chacun. Si on est Banque Populaire, on est bleu. Si on est Caisse d'épargne, on est rouge. Ça paraît tout bête, mais on n'est pas violet comme le groupe BPCE. Si on est la Banque Populaire du Sud, on aura plutôt tendance à communiquer autour de la géographie et des différentes villes. C'est du local, c'est ancré dans le territoire, à l'opposition d'autres caisses qui auront peut-être une vision peut-être plus nationale. Donc comment on va pouvoir travailler cette marque employeur au sein même de la formation, tout en respectant les contraintes, les enjeux posés par le campus, par le groupe. C'est également la possibilité qui est donnée à chaque RF de pouvoir travailler l'éditorialisation de sa formation. Donc l'éditorialisation de la formation, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en mesure de communiquer auprès de ces populations. Donc ces populations, qu'elles soient apprenantes, qu'elles soient managériales, c'est les informer qu'il va y avoir une semaine autour de la cybersécurité, qu'il y a des formations obligatoires à terminer avant telle date, mettre en avant éventuellement des contenus libres liés à tout ce qui va être fait que régionalement. Des organisations de webinaires, mise à disposition de replay, etc. Donc c'est comment chacune va pouvoir organiser son environnement à disposition, son portail formation à disposition des collaborateurs, en s'appuyant sur le catalogue et sur le LMS historique piloté par le SIRH Group. Et puis bien sûr, ce projet dont on parlait, donc Progresser dans le réseau, qui fait appel à de l'individualisation de parcours de formation poussé par donc C6FA10 de l'LMS, Domocio sur la partie Adaptive Learning, intelligence artificielle. Donc comment toutes ces données-là vont pouvoir remonter et être gérées directement dans la partie LXP, donc être en mesure de gérer des référentiels qui vont se vouloir être à la fois globaux, donc posés par le groupe, mais enrichis éventuellement, suppléés par des enjeux locaux. Donc ça peut se jouer sur les thématiques, ça peut se jouer sur les emplois qui ne sont pas les mêmes par région, sur les référentiels de compétences et
tous les autres référentiels. Donc concrètement, ça va se traduire un petit peu de la sorte, c'est être en mesure d'avoir sur une même infrastructure, un même environnement, chaque entité, et on parle de plusieurs dizaines d'entités, qui a son environnement privatif. Chacune va pouvoir le charter elle-même, venir faire de l'éditorialisation, donc que ce soit par des actualités, différents articles, soit sur la façon dont on va pousser certaines images, sur la façon dont on va présenter même les différentes vignettes, formations, etc. Et dans cette partie LXP, bien sûr, qui est rattachée au LMS, toutes les données qui concernent directement le collaborateur qui sont remontées, donc les formations à suivre, tout sont suivis, les différentes KPI qui peuvent être présentées. Donc ça, c'est l'autre point très important, c'est comment chaque manager, chaque RF peut avoir une vision sur la façon dont ce portail mis à disposition est utilisé par les différents collaborateurs et pouvoir venir travailler ces métriques de façon totalement autonome. Donc là, on est dans un contexte grand compte avec plusieurs dizaines, une cinquantaine de portails individuels. C'est plus de 100 000 collaborateurs ou 80 000 collaborateurs. Donc c'est quelque chose qui est assez lourd, qui a mis pas mal de temps à se mettre en place. Ce qui m'intéresse là de vous montrer, c'est comment cette scénarisation de vision globale avec des spécificités locales peut s'appliquer sur des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus terre à terre, entre guillemets. On travaille avec la Fondation du patrimoine, que vous connaissez tous, je pense. C'est le loto du patrimoine, c'est Val-de-Marne, etc. Qui ont un portail, il y a l'URL qui est présente, sur lequel vous pouvez vous rendre, c'est grand public. Donc ce portail est géré par la plateforme Itipi. Ce portail du patrimoine a plusieurs rôles. Premièrement, il va permettre de gérer la formation interne de la Fondation du patrimoine. Donc tout ce qui est formation des bénévoles, formation des salariés, etc. Donc là, on est sur du LMS LXP classique. J'ai un SSO, un login, un mot de passe, je me connecte, j'ai des formations à suivre, j'y suis inscrit, etc. Ça va également permettre de gérer les formations de deux grandes populations. Les collectivités territoriales qui font appel à la Fondation du patrimoine pour subventionner les travaux de restauration, et également aux particuliers propriétaires. Et pour pouvoir attirer vers eux les collectivités territoriales, les propriétaires particuliers, ils sont dans l'obligation d'ouvrir cette plateforme de formation de façon non authentifiée, anonyme. C'est-à-dire je visite un site web quelque part. Et pour autant, on va devoir pouvoir pousser des ressources, amener à faire créer des comptes pour aller suivre des formations de façon totalement profilée en s'appuyant sur ces choses-là. Donc là, on va y répondre un petit peu de la même façon. Donc c'est ce mode open, mode guest dont je parle, c'est-à-dire la plateforme de formation qui vient avec sa base de ressources, avec ses contenus pédagogiques, offrir un site web quelque part, avec tout ou partie de ces contenus, de ce catalogue qui sont accessibles librement, qui sont référencés, qui sont trouvables par les moteurs de recherche, qui sont enrichis par des métadonnées de manière à ce que des algorithmes de préconisation, de corrélation puissent se mettre en place, et qui vont être profilés par rapport au profil de la personne. Donc là, la personne va pouvoir bien sûr choisir, annoncer elle-même je suis un particulier, je suis une collectivité ou je ne souhaite pas me prononcer, et tout ça va être stocké, va être traqué de manière à venir s'appliquer et influer sur les scénarios de navigation au sein de l'environnement. De la même façon, un des gros enjeux, c'est comment par l'accès newsletter, mailing massif qui peut être effectué, on arrive à cibler et à envoyer directement la personne avec ce bon profil. Et là, de la même façon, la technologie mise en place va permettre d'avoir des marqueurs, des tokens au sein des différentes URL qui vont permettre, suivant l'adresse email de la personne contactée, le ramener directement avec des préconisations qui sont en place. Et donc là, une nouvelle fois, de façon totalement
transparente. On va avoir un environnement. Là, je ne suis pas encore identifié, donc c'est ce que vous pouvez voir lorsque vous vous connectez sur le site portailpatrimoine.fr. Mais je vais avoir des customisations, des scénarios, des histoires qui sont racontées, qui sont différentes en fonction du profil. Donc ça se joue directement au niveau des moteurs de recherche, où il va y avoir des suggestions de recherche qui sont propres au profil. Ça se joue bien sûr sur les différentes thématiques qui vont être abordées et dans lesquelles les visiteurs vont trouver les contenus, les ressources qui vont répondre à leurs enjeux. Ça va également influer sur les différents algorithmes qui vont remonter les nouveautés, qui vont remonter les contenus les plus consultés, les plus à même de répondre aux différentes attentes. Et lors de la demande de création de compte, chose que vous pouvez faire également, ça va permettre également de savoir dès les formulaires de création quels sont les différents profils adaptés. Donc, concrètement, à travers ces deux exemples, ce que j'essaye de montrer, c'est que cette vision d'un catalogue global, avec des métadonnées ordonnées, avec des référentiels pensés de façon verticale, n'empêche pas d'aller pointer, d'aller individualiser, d'aller adapter le discours, l'histoire, le storytelling à directement une population, un groupe de population, une personne directe. Ça, comment dans ETP on va le gérer? C'est bon, d'une part bien sûr par les fonctionnalités, par les différents algorithmes qui sont en place sur la partie LXP, LMS. C'est, comme on l'a vu dans le contexte BPCE, on aurait pu prendre le contexte Malakoff Humanis ou d'autres, des portails indépendants pilotés par le même SIRH et si seule la brique LXP est utilisée, pilotée par le même LMS. Donc tout ça, c'est une source unique, verticale, qui nourrit différents satellites, quelque part, et être en mesure de s'appuyer sur ces différents référentiels et de venir les enrichir localement. Cet enrichissement local, c'est lui qui va apporter le contexte, il va apporter la différence culturelle, quelque part, de la marque, de l'entité qui nous parle. Bien sûr, et on l'a davantage vu sur la partie fondation du patrimoine, ça va jouer également sur ce qu'on peut appeler l'emotional design. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en mesure d'adapter le discours, d'adapter les contenus qui sont mis à disposition des apprenants, des collaborateurs, des visiteurs, on va être également en mesure d'adopter tout ce qui touche au design. Donc ça peut se jouer sur la façon dont on va proposer des chartes graphiques, dont on va proposer les différentes illustrations, mais c'est des choses qui peuvent être beaucoup plus profondes, même si nécessaire, avec des parcours de navigation, des parcours de formation qui sont totalement adaptés et rescénarisés en fonction des groupes. Et puis enfin, cette notion de mode open, mode guest, qui permet d'une part de travailler le référencement internet, le SEO, etc., mais de savoir à qui on s'adresse au préalable et donc de profiter, même sur cette partie ouverte, de l'adaptivité, de l'adaptive learning ou informationnel. Donc, d'autres applications sur lesquelles on travaille et qui peuvent faire sens pour chacun d'entre vous, tout ce qui va toucher aux groupes multimarques qui vont avoir des socles communs. Donc je pense au luxe, je pense à la grande distribution, l'industrie pharmaceutique, la restauration. On travaille avec Burger King et Quick par exemple, qui ont des socles communs en termes de formation d'hygiène, en termes de formation sécurité. Et pour autant, il y a des formations qui sont spécifiques et il y a une façon d'échanger avec les collaborateurs qui ne sont pas les mêmes. Tout ce qui est réseau, multifranchise, tout ce qui est association et fondation, on l'a vu tout à l'heure, qui ont des populations totalement distinctes, qui vont mixer à la fois de la formation interne, de la formation externe, et au sein même de ces formations internes, va pouvoir mettre en place différents découpages tels qu'on les a vus à l'instant. Donc, je termine là-dessus, juste pour dire que, là je suis resté assez théorique, il y a demain une live session Théâtre 2 à 14h30, animé par Valentine et Sacha qui seront un peu plus dans le produit, donc ils peuvent montrer davantage comment les choses se
passe. On est au stade R40, et puis finalement, ce terme local qui n'était pas très joli, qui ne me plaisait pas trop, moi je le trouve pas trop mal aujourd'hui, donc pouvez vous l'approprier. N'hésitez pas à inonder les réseaux sociaux avec si vous le souhaitez. Et puis s'il y a des questions, j'ai à peu près tenu les 20 minutes qui m'étaient accordées. Alors, merci Elian. Moi j'ai une question tout de suite qui me vient à l'esprit. C'est que dans cette notion de localisation, on a très souvent une notion autour de l'adaptation à des publics particuliers. Est-ce que vous avez une expérience autour de la localisation sur des cultures et des langues, des langages différents, par exemple? Est-ce que ça vous est arrivé de travailler sur cette notion-là, avec cette grande différence entre traduction et localisation, par exemple aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez touché à ITP? Alors, sans parler de localisation au sens traduction, français, anglais, chinois, etc., mais la façon dont on va s'adresser à la personne, et on l'a vu rapidement, c'est des captures d'écran, sur la Fondation du patrimoine, oui, on ne s'adresse pas à un propriétaire comme on s'adresse à un maire, comme on s'adresse à un président de conseil régional. Donc, ce n'est pas les mêmes façons de leur amener le contenu. Les contenus ne sont pas pensés de la même façon. Ce n'est pas la même façon de s'adresser à eux, même en termes de tutoiement, de vouvoiement, par exemple. C'est des choses qui peuvent être prises en compte. La difficulté, c'est d'arriver à cerner, à délimiter ces différents groupes. Donc il y a des cas relativement évidents avec du multimarque, avec du multi-entité, etc. Ce cas de fondation sur des populations qui ne sont pas connues au départ, c'est des visiteurs libres quelque part, c'est des domaines qui sont un petit peu plus flous. Donc on ne va pas aller jusqu'à changer le tutoiement et le vouvoiement suivant qu'on va se déclarer particulier ou pas. Mais ça fait partie des paramétrages quelque part qui peuvent être gérés par la plateforme. Ok. Des questions au niveau de la salle? Bonjour, Céline Cornelot, groupe Aegis, responsable pédagogique de l'université d'entreprise. Je voulais poser une question technique. Quelle différence vous faites entre LXP et LMS? Alors, merci. Alors, je ne vais pas faire le cours complet, mais bon, LMS, Learning Management System, LXP, Learning Experience Platform. Le LMS, historiquement, son rôle premier, c'est d'être en mesure de diffuser des modules SCORM à des populations apprenantes et de savoir qui a réalisé quoi, en combien de temps, à quelle date, avec un statut. Donc ça, c'est vraiment le gros historique. Tout ça, c'est enrichi. Les LMS gèrent de plus en plus, voire tous, le synchrone présentiel, donc c'était la partie TMS historiquement, et propose de plus en plus des interfaces conviviales. Les LMS historiques étaient très Excel, on va dire, et puis on a de plus en plus d'LMS possibles. La partie LXP, donc Learning Experience Platform, va être une sorte de couche au-dessus du LMS. Donc, un LXP habituellement a des fonctionnalités LMS qui sont disponibles. On peut importer du SCORM, gérer des inscriptions, etc. Ce n'est pas une obligation. De la même façon, un LMS va pouvoir avoir des portails de formation. Ce qu'il faut retenir au niveau du LXP, et c'est pour ça que je faisais vraiment la différenciation là, la partie BPCE, par exemple, on ne gère pas la formation côté LMS. C'est vraiment, il y a un LMS 100% qui est présent, qui gère les inscriptions, qui gère les lancements, qui gère les data au sens lourd. Et on est vraiment ce qui va offrir aux collaborateurs son expérience de navigation, d'accès à la formation, de recherche de formation. Donc c'est un environnement qui va être plus graphique, entre guillemets, puis qui va toucher à tout ce qui touche à la user experience, donc des algorithmes qui vont l'amener sur ce qu'ils souhaitent, enfin ce qu'on imagine qu'ils souhaitent, des moteurs de recherche réels, et puis des connecteurs avec différentes solutions. Donc c'est une sorte de hub qui va pouvoir se connecter sur plusieurs plateformes. D'autres questions? Pour en profiter, on a Lian qui est là pour vous répondre. N'hésitez pas. On en reste là. Allez,
Pour finir, moi, une question sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi par rapport à des publics spécifiques. Quelle approche a ITP par rapport à des usagers particuliers? Et je veux parler, par exemple, de toute cette notion d'accessibilité. Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré au niveau de la plateforme, ou quelle est votre réflexion de fond par rapport à ça, au-delà des obligations légales, sur des publics particuliers, avec des besoins particuliers? Comment est-ce que vous prenez ça en compte? Alors, ça reprend un petit peu ce qu'on a abordé avec la partie LXP. C'est-à-dire que c'est partie intégrante de l'ADN quelque part. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être en mesure d'offrir une expérience optimisée à tout type de population. Donc ça inclut des populations avec des déficiences, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient auditives, etc. Donc il y a des normes qu'il faut respecter, donc je ne vais pas lister les RG2A, etc. Ça se joue sur tous les aspects web design, ça se joue avec le responsive qui est en place également. Et puis, c'est surtout penser à la construction. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme on a du by design en termes de sécurité. Il y a du by design en termes d'accessibilité qui est à mettre en place, qui va permettre de s'assurer que les différentes règles de charte graphique sont respectées et vont permettre à des publics malvoyants d'intervenir. Après, il y a des solutions qui sont spécialisées dans l'accessibilité, qui sont configurables avec ITP. Donc c'est souvent des plugins de navigateurs, donc qui permettent d'aller beaucoup plus loin que uniquement une typo pour dyslexique ou des enjeux de contraste, mais qui vont permettre de travailler sur la façon dont la souris se comporte parce que on a des débuts de Parkinson ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des plugins qui se paramètrent et qui permettent d'avoir une plateforme qui répond à ces enjeux. Avec, et je suis obligé de le dire, la difficulté, c'est que ça s'adapte à la plateforme, pas forcément aux contenus qui sont proposés par la plateforme. Donc c'est pas du 100% à ce niveau-là. Oui, c'est une couche en plus qui va venir faciliter ça. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions,